Bonjour, bon après-midi. Donc, on va prendre le relais donc, du cours précédent. Et un petit peu comme dans le cours précédent, ce sera de toute façon un peu ma philosophie dans ce cours. Hein. On est là pour s'instruire et puis on est là aussi pour regarder des belles choses et puis des choses variées. Et on va profiter donc, de ces ressources minérales, de ces matières premières de tous les jours pour justement voir un petit peu des aspects de la vie de tous les jours. Et puis quand même, comme je suis géologue, eh bien, on ira se promener sur Terre. Et puis dans l'histoire de la Terre, c'est un peu aussi un prétexte pour aller faire ces voyages dans le temps et dans l'espace. Alors c'est dans l'espace modeste, hein, puisque c'est sur Terre, mais bon, quand même. Donc on va avoir un cours sur lequel je voudrais montrer quelque chose que vous connaissez évidemment tous, hein, de façon intuitive, le fait qu'entre un diamant tel que vous le voyez ici à gauche, hein, donc un monocristal, un octaèdre de la collection du muséum, et puis des granites, évidemment, ce sont des ressources minérales dans les deux cas. Personne, je pense, dans la salle ne se trompera sur à la fois le prix, les qualités de ces deux matériaux respectifs qui sont tout à fait honorables par ailleurs. Donc on a effectivement une très grande diversité. Et le challenge d'un titre comme celui-là, c'est d'essayer d'éviter le catalogue, qui n'est pas très intéressant, qui n'est pas très amusant, et de trouver justement comment on peut avoir une vision des grandes questions qui se posent sur ces ressources minérales au travers donc de cette très grande variété. Alors d'abord, on va quand même redéfinir redonnerai régulièrement quelques notions de base pour qu'on s'entende bien, pour bien contraster ce que l'on appelle des matériaux de ce que l'on appelle des minerais. Alors des matériaux minéraux, des minéraux, donc ils vont être donc des composés en général cristallins, pas tous, mais en général ils vont être cristallisés, ce seront par exemple des argiles, des feldspaths, etc., et qui seront utilisés soit tels quels, comme ici j'en avais parlé dans les cours précédents, comme par exemple pour le couchage papier ou pour charger, donc pour améliorer la qualité intrinsèque de la feuille de papier, mais ça pourrait être aussi sur des plastiques ou sur des peintures. Donc c'est le minéral que l'on retrouve dans toutes ses qualités qui va nous permettre de faire les matériaux finis. Donc ça, c'est effectivement les matériaux minéraux. Ces matériaux minéraux peuvent être aussi des matières premières. On voit ici par exemple une porcelaine. Donc, dans cette porcelaine, on ne retrouve plus l'argile de départ, qui est le kaolin. On ne retrouve plus le quartz de départ ou le feldspath de départ. Ils ont réagi entre eux et ils nous ont formé un nouveau matériau qui est donc cette porcelaine. Donc, ce sont des matières premières, mais donc, qui ont été utilisées pour amener des composés chimiques et qui ont elles-mêmes disparu en tant que matériaux de départ. Donc, c'est un grand contraste entre ces deux. Entre ces deux matériaux en fait, qui sont tous les deux formés en grande partie d'argile, mais il y a évidemment très peu de ressemblance entre une feuille de papier et de la porcelaine. La ressemblance s'arrête juste à l'argile de départ. Et enfin, on va séparer, donc on va distinguer donc, ces minéraux tels quels ou transformés. On les séparera des métaux qui vont être extraits à partir des minerais. Donc ici, on a par exemple des minerais, on a du nickel métallique qui va être extrait à partir du minerai de nickel. On parlera justement un petit peu de minerai de nickel et vous aurez de toute façon, il y aura de ces minères, c'est une ressource qui est importante pour la France, c'est une de nos grandes ressources minières. Et donc, les minerais, ils vont nous intéresser au travers du métal qu'ils contiennent. Alors souvent, ils ne contiennent pas beaucoup de ce métal, mais c'est suffisant pour en valoriser l'exploitation et pour en justifier donc, économiquement d'en retirer cette ressource. Donc le nickel, ici, le nickel métallique, on a effectivement pratiquement plus de mémoire du minéral de départ, du minerai de départ plutôt, à partir duquel il a été extrait. Donc ces minerais dont la qualité première sera la concentration en métal, mais aussi la facilité à laquelle on peut extraire ce métal, se distinguent donc fortement, et donc, pour moi je les oppose fortement, donc, par exemple donc, aux minéraux industriels, aux minéraux que l'on veut justement utiliser tels quels au travers de leur qualité. Alors, il y a donc ce grand contraste entre minéraux et minerais, et ensuite il y a de très grands contrastes dans les usages. Alors, dans les usages, vous voyez à gauche, bon, là aussi, ce sont des choses qui sont très, très évidentes pour
pour tout le monde, hein. Donc on voit ici par exemple à gauche des matériaux vraiment que j'appelle de base, enfin des matériaux de la vie de tous les jours. Donc ce sont des tuiles effectivement qui sont obtenues par transformation thermique d'argile qui ont été mélangées de façon astucieuse pour avoir des propriétés mécaniques, parce que ce qu'on demande quand même à un toit, c'est de tenir. Donc on va avoir des exigences sur les qualités de ces tuiles. Ceci dit, c'est un matériau qui est quand même qui n'est pas très cher, donc qui sera valorisation plutôt au niveau de la masse plutôt qu'au niveau de la qualité intrinsèque. Donc, enfin, pour les tuiles, en tout cas, normales. Et puis à droite, donc, eh bien, on voit un rotor d'éolienne. Et on en reparlera, ce sera, je pense, dans le dernier cours, sur la partie qui sera consacrée aux métaux critiques, hein, donc à tout ce qui a un petit peu défrayé la chronique il y a quelques années avec les crises sur les terres rares. Effectivement, pour faire, par exemple, des aimants performants, il faut des alliages à base de néodyme. D'autres composants de cette éolienne contiennent aussi des composés à base de praséodyme. Donc on a différentes terres rares qui vont intervenir dedans et on a effectivement des quantités très très importantes de terres rares qui interviennent dans la construction d'une éolienne. Donc il y a effectivement très très peu de relations entre ces deux matériaux. On va prendre une argile qu'on trouve un peu partout dans le monde, hein. Ce sont des matériaux qui ne s'exportent pas, donc que l'on va effectivement avoir absolument partout dans le monde. Pratiquement tous les pays vont être capables de construire des tuiles et des briques, alors que l'on verra que sur les terres rares, ce n'est pas vrai. Seuls quelques pays, et c'est en gros la Chine, ont les ressources qu'elles vont évidemment revendre à d'autres pays, donc pour fabriquer ces composés finis, ces matériaux finis. Donc on a effectivement un très très grand contraste entre des ressources courantes, pas chères, utilisables facilement pour faire un matériau à faible valorisation, et d'autre part donc des ressources qui sont beaucoup plus rares, qui vont nous permettre de faire des matériaux de haute technologie. Alors, comme vous voyez, un des aspects, alors étant minéralogiste, donc je me suis placé dans cette philosophie-là en cherchant donc un fil directeur, et pour moi le fil directeur que je trouve assez intéressant parce qu'il est transparent par rapport aux matériaux, ce sont les relations entre la structure et la propriété. C'est-à-dire en quoi la façon dont vous organisez les atomes dans l'espace pour faire ce qu'on appelle un cristal, ou même parfois comment vous organisez, on va le voir dans un instant justement dans le cas des ardoises, quand on organise de façon astucieuse, ou que la nature plutôt organise de façon astucieuse les minéraux entre eux, ça nous donne des propriétés spécifiques donc, aux roches, en quoi justement ces relations vont nous donner des propriétés, sachant que ce qui intéresse à la fois le client et l'industriel, c'est plutôt les propriétés. La partie structure, bon, ça c'est effectivement le chercheur qui va plutôt s'intéresser aux messages structurels et texturels qui sont portés par ces matériaux. Donc comme je l'ai déjà un petit peu dit, on a des ressources qui sont parfois très bien partagées, mais malheureusement, quand elles sont très bien partagées, elles ne valent pas très cher, et parfois elles sont très très mal partagées. Donc ça, je l'avais dit dès la leçon inaugurale, effectivement, avec des exemples, bon, pour moi, un des exemples les plus spectaculaires, c'est ce qui concerne le platine et les éléments associés qu'on appelle les platinoïdes, donc tout ce qui est rhodium, etc., palladium, et donc là aussi dont on parlera, ce sont des métaux extrêmement intéressants du point de vue économique, et on voit qu'il y a un pays qui truste pratiquement toutes les réserves, c'est l'Afrique du Sud, donc qui est déjà le premier producteur et de très loin de platine, ainsi que d'autres, que de tous les métaux qui sont associés, mais au niveau des réserves, on voit que ça tiendra dans le temps, puisqu'il y a plus de 95% des réserves mondiales qui se trouvent dans ce pays. Donc ça donne évidemment une importance stratégique aux pays qui ont la chance de posséder ce type de ressources. On en reparlera un petit peu plus quand on essaiera de comprendre comment se forment ces grands gisements de casse mondiale de métaux, parce que pour nous, au niveau recherche, ils traduisent des événements géologiques absolument exceptionnels, à la fois par leur taille, par leur durée dans le temps, qui ont permis donc d'accumuler donc des métaux qui sont quand même très rares, qui sont très dilués dans l'écorce terrestre, pour faire donc des gisements qui ont une telle ampleur. Et donc j'ai opposé ici deux métaux. Donc là aussi c'est très intuitif, vous auriez fait la même chose, hein. Donc j'oppose le platine et ses cousins les platinoïdes avec le fer qui est le métal le plus courant, donc avec les platinoïdes qui valent effectivement beaucoup plus cher. Et ce que l'on voit sur le fer, eh bien, beaucoup de pays partagent cette ressource en fer. Alors ce qui est en marron ici, ce sont
principaux producteurs, donc c'est l'Australie et c'est la Chine. La Chine qui effectivement est devenue un producteur majeur aussi pour le fer, on verra ça pour beaucoup de métaux. La Chine a vraiment explosé en termes de production de ressources minérales dans beaucoup de domaines. Et puis on voit les pays en rouge qui produisent un petit peu moins, mais là aussi sont avec beaucoup de ressources, et même les pays qui sont ici en brun clair sont de très grands producteurs de fer. Par exemple en France, on utilise le fer qui vient notamment donc, de Mauritanie, qui est ici. La Mauritanie est ici. Donc ça c'est l'Afrique du Sud, pardon, qui a aussi des minerais de fer de très grande qualité. Donc vous voyez que cette diversité, elle se trouve dans la valeur des matériaux minéraux, mais elle se trouve aussi dans leur distribution et dans l'égalité de leur distribution. Alors l'égalité de leur distribution, ça c'est la géologie qui effectivement va le dicter, c'est le fonctionnement de la planète Terre qui va le dicter. Alors on va commencer par se mettre en jambe simplement sur des choses qui sont très évidentes, très simples, mais qui me semblent quand même, mais qui sont intéressantes pour moi pour voir justement comment on s'est adapté à cette diversité donc, des matériaux et comment on les utilise. Alors ici, pour commencer, je prends un exemple historique qui est donc une tour qui existe, donc on est en Ardèche, entre Benas et Privas, sur une petite coulée volcanique qu'on appelle la coulée des Coirons. Et on a donc le reste d'un château avec le donjon. Alors le donjon, quand on le voit de loin, on voit des pierres blanches et puis des pierres qui sont sombres. Les pierres sombres, c'est pour ça que j'ai mis cette photo ici. Ce que vous voyez, c'est que ici, cette coulée, c'est une coulée basaltique. Ben oui, c'est pas la peine d'être géologue. On voit qu'effectivement, la pierre est très sombre. C'est du basalte. On n'est pas allé chercher très loin. En général, les pierres de construction, on n'aime pas trop les transporter sur des distances importantes à cause du poids de ces matériaux. Donc, on a pris, pour remplir les murs, ce qui n'est pas très compliqué à faire, on va simplement monter donc, des moellons, on a pris du basalte. En revanche, pour faire les structures d'angle, donc les pierres de grand appareil qui sont ici, eh bien, là, il faut les tailler. Et tailler un basalte, ça, c'est compliqué. Alors, ça peut se faire, mais si on peut tailler quelque chose de plus simple, on le fait. Donc, c'est ce qu'ont fait les gens. Ils ont utilisé le calcaire qui est juste dessous. Donc, vous voyez ici. Et donc, vous voyez les pierres d'angle qui sont ici, qui sont donc taillées à 90 degrés pour faire la structure, la base carrée donc, de la tour. Eh bien, on a utilisé le calcaire. Donc, on a effectivement distingué, donc, en fonction des propriétés de ces roches, on a justement un usage qui est différent. Donc, c'est quelque chose, c'est une vision qui est très simple, mais pour moi, ça illustre bien justement le fait qu'intuitivement, on va utiliser au mieux cette diversité donc, des roches donc, utilisées dans la vie de tous les jours. Alors, moi, j'ai pris un autre exemple pour illustrer ça, un exemple qui est plus à application économique, qui sont les roches de faible densité. Alors pourquoi les roches de faible densité? C'est qu'il y a différentes justifications, notamment pour alléger donc, les structures des bâtiments. Les bâtiments sont souvent lourds, donc ça demande donc, des infrastructures qui vont effectivement coûter relativement cher, et surtout, ce n'est pas très bon en termes d'isolation. Donc on va avoir intérêt à alléger les murs, à alléger les parois, alléger les plafonds, de façon à d'une part avoir des structures qui soient moins imposantes, et d'autre part, enfin en termes de poids, et d'autre part à mieux isoler, donc à la fois phoniquement et thermiquement, ça va souvent ensemble, les habitations. Enfin les locaux au sens large. On a des applications autres qui sont par exemple en horticulture, tout ce qui est culture hors sol, qui est donc une culture qui se développe fortement et dans laquelle donc, il y a une demande de matériaux divisés qui vont permettre de retenir l'eau et les nutriments qu'on a mis dans l'eau pour faire pousser par exemple des tomates ou d'autres légumes ou des fruits hors sol. C'est une activité horticole ou agricole qui va de plus en plus se développer, comme on voit par exemple avec les fermes qui a plusieurs étages qui se développent au Japon actuellement. Et puis, donc là, sur l'exemple que j'ai pris, ce sont des roches volcaniques qu'on appelle les ponces. La pierre ponce, je pense qu'elle est relativement connue. Donc, par exemple, donc, au niveau personnel, c'est vrai qu'au niveau des soins personnels, plutôt, c'est une roche que l'on va aussi utiliser. Donc l'intérêt de ces ponces, c'est que la roche volcanique, lorsqu'elle est arrivée à la surface sous forme de magma, sous forme de liquide fondu, elle contenait encore des gaz. Simplement que lorsqu'on est en profondeur, on est sous pression, les gaz sont confinés dans le silicate fondu. Lorsque vous arrivez à la surface, les gaz vont être relâchés et donc vous allez souffler comme une mousse en fait. Vous allez souffler donc votre silicate fondu
Avec un peu de chance, il se refroidit juste à ce moment-là, au moment où il est en train d'avoir les gaz qui sont en train de sortir, eh bien, il va gonfler exactement comme une mousse. Donc ce n'est pas très fréquent, mais ça existe. On va effectivement donc avoir dans différentes compositions de roches volcaniques, on aura donc ces mousses qui vont nous donner, l'intérêt c'est que ça va nous donner des densités bien plus faibles. Vous voyez qu'on a à peu près perdu un facteur 4 à 5 par rapport à la roche de départ en justement la gonflant donc au travers de ces gaz. Donc c'est de l'eau qui était dissoute en fait et qui va sortir sous forme de vapeur d'eau. Alors ça, donc les ponces, on les rencontre dans la nature, donc on les a par exemple dans les îles éoliennes, donc avec ici plusieurs exploitations sur l'île de Lipari, et ça c'est une vision rapprochée, donc ça ce sont des choses que vous voyez à l'œil nu, on est sur des bulles qui sont millimétriques, ce ne sont pas des visions très, très originales, où vous voyez justement donc ces vacuoles de dégazage. Alors après, on peut effectivement avoir intérêt à modifier des matériaux naturels. Donc on va prendre des verres qui sont naturellement hydratés, qu'on appelle les perlites, qui contiennent encore plus d'eau que ces verres volcaniques qui étaient pratiquement en fin de course. Donc ce sont des verres qui sont mis en place souvent sous des surfaces d'eau, par exemple sous des lacs. Donc le magma, lorsqu'il s'est refroidi vite, lorsqu'il s'est vitrifié, il s'est gorgé d'eau. Et à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire, bah, écoutez, moi je vais chauffer ce verre volcanique qui est saturé d'eau, et je vais avoir une mousse, mais encore plus performante que ce que fait la nature quand elle fait une pierre ponce. Et donc c'est ce qu'on appelle les perlites. Donc ces verres volcaniques hydratés, vous voyez qu'on arrive à des densités qui peuvent être plus petites que 0,1. Alors c'est vrai que déjà, les densités de la ponce permettaient à cette roche de flotter tant que l'eau n'a pas pénétré dans tous les interstices, donc elle ne flotte pas indéfiniment, mais c'est vrai qu'une pierre ponce fraîche va flotter. Et ici, évidemment, on a un matériau qui est encore plus léger, vous voyez, on a encore perdu un facteur 5. Donc on a des densités qui sont exceptionnellement faibles à cause de la grande quantité d'eau qui est contenue dans ces perlites. Donc ce sont des matériaux qui sont très utilisés. Donc là c'est la perlite, bon, je n'ai pas voulu la montrer après expansion parce que c'est très technologique, mais ça c'est la perlite naturelle avec justement au centre souvent donc un verre qui est resté. C'est la partie qui ne s'est pas hydratée en fait de ce verre qu'on appelle une obsidienne. Et donc c'est ici donc l'enveloppe hydratée de cette obsidienne. Alors tant qu'on en est dans les roches, le deuxième exemple que je voulais choisir, donc là c'était les densités, donc le deuxième exemple que je voulais choisir c'était la texture. La texture dans des roches qui ont été déformées, donc on appelle ces roches des roches métamorphiques. Ce sont des roches qui ont subi une compression, donc c'est un petit peu comme lorsqu'on fait de la pâte feuilletée, donc on exerce une compression, et le niveau de départ, qui pourrait être par exemple ce niveau noir, donc on avait un sédiment qui s'est mis en place, puis on le comprime dans une direction, peu importe laquelle, et perpendiculairement à cette direction, on va recristalliser toutes les argiles qu'il contient. Elles vont recristalliser dans des conditions souvent de température qui sont modestes, on n'est pas sur des très hautes températures, donc ça donne des cristaux de très petite taille, mais qui sont tous alignés. Ils sont tous orientés, plutôt pas alignés, ils sont tous orientés perpendiculairement donc à cette direction de compression. Donc ça, c'est épatant. Ça veut dire que toutes vos argiles sont orientées parallèles les unes par rapport aux autres. L'application, vous la connaissez, c'est ce qu'on appelle l'ardoise. L'ardoise va être une roche tout à fait exceptionnelle parce qu'elle va être à la fois, comme elle a été métamorphisée, c'est-à-dire qu'on a recristallisé les minéraux, vous avez une roche qui a vraiment une cohérence vraiment importante, mais comme tous les phyllosilicates sont cristallisés parallèlement les uns par rapport aux autres, je vous rappelle, sur des petites plaquettes, on en avait parlé la dernière fois de ces phyllosilicates, eh bien on va avoir des épaisseurs qui sont relativement faibles. Donc on va du coup avoir sur le toit une pression beaucoup plus faible que si par exemple vous aviez des tuiles ou si vous aviez ce qu'on appelle les lauses, c'est-à-dire des schistes plus grossiers qui ont été portés à plus haute température que l'on a par exemple dans les Alpes du Sud. Donc ça vous fait donc des épaisseurs, vous voyez, qui sont 2 à 3 fois plus faibles, et donc des masses qu'on appelle la masse surfacique, c'est-à-dire le poids donc, de votre couverture, donc, qui sera bien plus léger. Donc ça, c'est utilisé depuis très longtemps, c'est comme la pierre ponce d'ailleurs, c'est utilisé depuis l'Antiquité, mais c'est intéressant de voir justement cette propriété de texture texturale qui est directement utilisée. Donc on a effectivement donc,
toi d'ardoise, je pense que tout le monde connaît. Et quand on fait une lame mince dedans, donc lorsqu'on va faire une section perpendiculaire justement à cette ardoise, on voit justement les feuillets. Tous les petits minéraux, donc on les distingue très mal, mais on voit sans problème ces directions préférentielles, qui sont justement ces directions de clivage que l'ouvrier va utiliser pour fabriquer ces ardoises qui peuvent par ailleurs avoir des aspects qui sont très variés en fonction de leur formation. Donc là, seule réserve un peu avec un regret, c'est que donc la France avait une spécialité dans la région de l'Ouest, dans l'Ouest de la France. Il y avait beaucoup de carrières qui exploitaient l'ardoise. Là, c'est une ressource qui s'est arrêtée et on a fermé malheureusement il y a dans la dernière ardoisière à Angers, donc à Trélazé, qui était quand même une mine plutôt, puisque c'est des souterrains qui exploitaient pour exporter sur toute la France. Donc il n'y a plus de production française d'ardoise, bien qu'on continue à en utiliser. Il en vient notamment d'Espagne. Donc ça c'est juste une remarque, comme on est dans un aspect développement durable, effectivement, on voit qu'on atteint parfois la fin d'une réserve. Alors, diversité des matériaux, diversité des usages. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un choix subjectif, comme tous les enseignants, on a un choix subjectif dans ce que l'on veut raconter, et donc je vais m'en servir pour justement, on va explorer beaucoup d'aspects de la vie de tous les jours. Diversité des usages, ça peut être à la fois des verres que l'on qualifiera pratiquement de zéro défaut, comme les verres de train à très grande vitesse, qui vont effectivement devoir assurer qui vont devoir assurer plutôt la sécurité du conducteur dans toutes conditions, même légèrement adverses, je dirais. Et la matière première va être une composante, ce n'est qu'une partie de la chaîne, mais c'est une composante de cette qualité, donc des matériaux qui effectivement seront des matériaux de haute technologie, et puis des matériaux qui sont beaucoup plus courants. Je reviens à la feuille de papier, dont je vous ai déjà amplement parlé. Alors, cette diversité des usages, c'est assez épuisant. C'est assez épuisant parce que c'est là où justement on arrive au catalogue. On va dire il y a des dizaines de minéraux industriels, il y a beaucoup de minerais aussi, et les usages, il y en a vraiment de tout style. Alors, ce catalogue, je ne le fais pas, je vous en montre juste dans la série ce à quoi on a échappé, je vous en montre juste un sur des argiles techniques qu'on appelle les bentonites, qui sont des noms qui vous semblent très barbares, mais que vous connaissez ou que vous connaissez indirectement, je dirais. C'est pour vous montrer cette très très grande diversité d'usages. Donc ces argiles vont être utilisées à la fois en sidérurgie, soit pour empêcher, donc pour améliorer plutôt la tenue du minerai lorsqu'on le met dans le fourneau, soit comme aide à la coulée, lorsque l'on va couler les pièces métalliques à la sortie du four. On s'en sert en exploitation pétrolière et en exploration pétrolière, donc comme bout de forage, pour améliorer justement le refroidissement des trépans et pour évacuer donc tous les débris qui sont récupérés lorsque le trépan va s'enfoncer. De façon plus familière, vie de tous les jours, ce sont les litières pour chats, effectivement, donc, qui vont être très utilisées parce que ce sont des argiles qui sont adsorbantes, donc qui vont effectivement piéger des composés variés. Puis vous voyez, après je ne vais pas faire la liste, l'après-vert, mais vous voyez que les utilisations sont extrêmement variées. Donc, derrière ces utilisations variées, on va dire, en quoi c'est intéressant. Alors, je ne l'ai pas fait pour ces argiles qui sont complexes, et donc ce n'est pas facile à faire en quelques instants. Je l'ai fait pour une argile qui est beaucoup plus simple comme formule, mais qui montre elle aussi une très grande variété d'usages, en essayant de comprendre quelles sont les propriétés physiques qui sont à l'origine de ces différents usages. Donc là, j'ai pris le talc. Le talc, comme l'argile précédente d'ailleurs, est une argile qui comprend 2 couches avec des tétraèdres silicatés, qui en sert, donc ici, en violet, vous avez du magnésium qui se trouve dans des octaèdres, c'est-à-dire qu'il y a 6 voisins. Ces feuillets, une propriété très importante, ces feuillets sont neutres. Sont neutres, c'est-à-dire que cet ensemble ne porte pas de charge lié au fait que du silicium pourrait être remplacé par de l'aluminium, par exemple, silicium charge 4, aluminium charge 3, donc il y aurait un déficit, ou que le magnésium ici soit remplacé par de l'aluminium. Donc on n'a pas de problème, les feuillets sont en général des feuillets neutres, on a des remplacements mais qui conservent la charge.
On a quand même un matériau qui est réactif comme tous les phyllosilicates parce qu'on a des groupements hydroxyles. Ces petites altères qui sont ici, ce sont les protons qui vont venir s'attacher sur des oxygènes. Et donc, comme j'ai des feuillets qui sont neutres, j'ai des surfaces qui sont très peu énergétiques. Vous voyez qu'on a des énergies de surface qui sont vraiment faibles, donc que j'opposais justement, que j'avais opposé fortement à ce que l'on observe dans les kaolins, parce que dans les kaolins, il me manque la couche tétraédrique qui est ici, donc je vais avoir une interaction beaucoup plus forte entre les feuillets. Et donc, on a une surface qui a une faible énergie, qui a donc un caractère hydrophobe lié au fait que l'on n'a que des groupements siloxanes, donc en surface de chaque côté. Siloxanes, ce sont des oxygènes qui vont donc associer deux tétraèdes entre eux. Hydrophobe, eh bien, on va justement trouver une des applications majeures donc, du talc. Et d'autre part, comme ces feuillets sont neutres, qu'il n'y a pas de liaison hydrogène, puisque donc, on a que ces hydroxyles qui sont ensuite avec les tétraèdres qui vont les écranter. Donc on a une liaison résiduelle, donc une interaction de type Van der Waals, donc, qui est vraiment très faible, qui va me donner donc, une argile qui est extrêmement douce, donc c'est une dureté de 1, on ne sait pas faire moins, c'est la dureté la plus faible que l'on connaisse, donc ça va nous faire effectivement un matériau qui est lubrifiant, qui va être hydrophobe, et vous voyez qu'on est en train de mettre en place les propriétés de ce matériau. Alors si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, on va effectivement affecter à ces propriétés des feuillets de talc, on va leur affecter donc, des propriétés d'usage. Donc le fait que, par exemple, en ayant ces faibles énergies de surface et surtout ces faibles forces de liaison entre les feuillets, on va pouvoir les faire interagir avec des composants organiques. On va s'en servir, par exemple, comme charge dans les plastiques, avec en plus l'intérêt que le talc améliore l'isolation électrique, donc c'est encore plus intéressant, par exemple pour les gaines de fils électriques. On va s'en servir pour avoir des polymères qui ont des propriétés spécifiques, soit en restant justement très souple, comme ici pour des polymères de basse densité, des polyéthylènes de basse densité, ou au contraire pour améliorer par exemple la cristallinité de matériaux composites. Donc, comme ce que l'on a sur la plupart donc, des tableaux de bord de voiture. On va les retrouver en charge dans les caoutchoucs, par exemple, pour améliorer les pneus. Donc, ce sont des propriétés qui semblaient un petit peu sympathiques, mais on ne voyait pas très bien, mais qui justement sont à l'origine de ces propriétés très originales du talc et qui fait que c'est un matériau, un minéral plutôt, qui est vraiment très utilisé dans l'industrie. Alors, le fait que l'on ait une faible énergie de surface avec ces groupements siloxanes et donc des propriétés hydrophobes fait qu'il va donc notamment être utilisé en cosmétique, parce que l'intérêt, c'est qu'effectivement, ne retenant pas l'eau, on va donc avoir une apparence qui ne bougera pas en fonction des conditions climatiques et autres. On va aussi beaucoup le voir utilisé en alimentation, dans les chewing-gums, etc., parce que c'est un agent anti-agglomérant. Et vous connaissez tous un certain nombre d'aliments qui ont justement une couleur un petit peu blanche à l'extérieur. Eh bien, c'est très souvent du talc qui est effectivement utilisé. Ce n'est pas que lui, mais c'est très souvent lui. Pardon. Et donc le fait que les charges de ces feuillets soient effectivement nulles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge résiduelle, fait qu'on gardera des particules de petite taille, elles ne vont pas s'agglomérer entre elles, d'où l'utilisation comme charge donc, dans les plastiques, dans les peintures, dans les papiers. Et ça, c'est lié au fait que l'on va avoir une diffusion efficace de la lumière. Ce sont des particules qui vont rester petites. Et lorsqu'on regarde la réflectance diffuse, une propriété dont on a parlé la dernière fois, c'est une réflectance que l'on oppose à la réflectance spéculaire parce que pour un rayon incident, on a une infinité de rayons diffusés dans tout l'espace. C'est la réflectance que l'on a dans la vie de tous les jours. Quand vous regardez, par exemple, vos vêtements, que vous regardez cette salle, vous vous déplacez par rapport à la source et vous ne voyez pas de différence. Donc on est vraiment sur une réflectance diffuse. Et ce que l'on voit, c'est ce fameux coefficient de diffusion qui, effectivement, lorsqu'il est petit, ce qui est le cas lorsque les particules sont divisées, va nous donner un matériau qui sera très diffusant, donnant ainsi une couleur blanche, d'autant plus que le talc est en général un minéral qui est pur. Et donc, pellier de petite taille, tout en gardant une morphologie plane, eh bien, ça va être intéressant parce que ça va, par exemple, donner en cosmétique, si on arrive à, effectivement, donc, à bien les aligner, donc c'est pour ça que j'ai mis cette photo avec un pinceau, eh bien, on va effectivement avoir un aspect satiné donc, et une opacité en plus, donc, lorsqu'il n'est pas mélangé avec un fluide, donc, qui peut être recherché pour l'apparence.
Voilà, donc vous voyez comment on va voir associer donc, ces propriétés à l'échelle atomique avec donc, des propriétés macroscopiques, et donc une très grande variété donc, de ces usages. On va passer peut-être un petit peu plus vite pour avancer, mais je voulais quand même le mentionner, sur un matériau là aussi qui est extrêmement banal, qui semble presque tristement banal, ce qu'on appelle un sable. Donc là, le sable, bon, c'est vraiment... on se demande pourquoi on s'intéresse au sable. Alors, on s'intéresse au sable parce que c'est une matière première pour tous les matériaux silicatés. Alors, parmi ces matériaux silicatés, il y a notamment les verres. Et dans les verres, on va effectivement avoir des verres qui, comme pour tous les matériaux, vous aurez des ordres de grandeur entre ces verres. J'ai montré tout à l'heure une photo sur une motrice de type TGV. Évidemment, ce n'est pas du tout le même prix qu'un verre de bouteille. Et on va avoir différentes classifications, par exemple en fonction de la couleur. C'est une propriété qui va être recherchée, par exemple, pour les vitrages qui sont utilisés pour les panneaux solaires, qui doivent être absolument blancs, absolument incolores pour ne pas absorber de rayonnement et donc ne pas pénaliser donc, le rayonnement photovoltaïque. Et donc, on est sur des concentrations en fer qui sont extrêmement faibles. Extrêmement faible parce qu'on fait avec ce que la nature nous donne. C'est-à-dire que là, ce sont des matières premières, et dans un verre silicate sodocalcique, le sodium, effectivement, est industriel, donc lui, il n'y a pas de fer. Mais le sable, par exemple, le sable, lui, peut nous amener du fer, et c'est pour ça qu'on va être exigeant sur la qualité. Et lorsqu'on compare donc, à un sable de rivière, par exemple, standard, on va effectivement voir qu'il contient des concentrations en fer qui sont totalement incompatibles avec ces concentrations-là. En plus, il contient des composants comme l'aluminium que l'on n'aime pas à ces concentrations parce qu'il va nous bloquer donc, les éléments de type alcalin. Donc, les sables normaux ne vont pas pouvoir convenir et donc il faudra des sables tout à fait spécifiques, évidemment très riches en silice, mais surtout très pauvres en impuretés pénalisantes comme le fer et avec des concentrations d'alumine qui soient strictement contrôlées. Avec en plus plein de questions qui semblent simples mais qui sont évidemment à garantir non-stop, jour et nuit, toute la semaine et toute l'année, qui sont l'humidité, qui sont la granulométrie, qui sont d'éviter justement d'avoir le sable qui va faire des petits grumeaux. Donc tout ça, ce sont des détails, mais qui sont extrêmement importants pour avoir une qualité constante. Et enfin, le dernier, mais ce n'est pas le plus petit problème, ce sont les défauts qu'amène le sable. C'est-à-dire que dans le sable, souvent, il y aura des minéraux lourds, par exemple des chromides, qui seront infusibles. Et donc qui vont rester dans le verre, qui vont provoquer des défauts. Et les défauts, on ne veut pas de défauts dans les verres. Les verres ont maintenant une qualité qui est vraiment excellente. Et alors, juste sans rentrer plus dans les détails, parce que là, on sort des ressources minérales, mais bon, je ne pouvais pas éviter... Enfin, j'ai souhaité quand même montrer ça. Lorsqu'on va fabriquer un verre, eh bien, on amène donc la matière première, et toute l'astuce après de construire ce four verrier, ce sera d'éviter que cette matière première ne passe dans ce qui va donner à la fin la lame de verre, c'est-à-dire qu'il va falloir être sûr que tout est fondu, que tout ce sable a justement réagi. Donc c'est pour ça qu'on a des géométries de four qui sont extrêmement complexes, pour faire que tout ce sable doit rester en amont. On aime bien ce sable, mais on préfère qu'il soit entièrement fondu. On ne peut pas accepter un seul grain de sable qui soit passé dans ce circuit. Alors, si vous voyez, il y a des photos qui sont spectaculaires. Ça rappelle effectivement ce que l'on voit sur certains lacs de lave sur les volcans, hein, au niveau des volcans, puisqu'on a donc ici l'alimentation en matière première. Et vous voyez ici ce qui est lumineux, et c'est le silicate fondu. C'est donc le silicate fondu du fer qui est en train de tranquillement digérer donc, cette matière première. Et puis après, pour hâter un petit peu ce que la nature pourrait faire, eh bien, on va évidemment agiter pour que la sauce puisse être davantage homogène. Voilà, donc ça c'était typiquement donc, une matière première qui va effectivement disparaître dans le matériau transformé. Alors, sur cette réflexion donc, de la grande diversité des ressources minérales, il y a une autre réflexion qui concerne les origines, les conditions de formation. Et on est souvent surpris que la même ressource minérale, on verra ça pour les minéraux industriels, on verra ça pour les minerais, la même ressource minérale peut être trouvée dans des contextes géologiques qui sont très variés. Alors la même, pas toujours. Pas avec toujours la même qualité, c'est des applications qui sont souvent complémentaires. Donc là, j'ai choisi pour commencer le kaolin en présentant 3 gisements qui ont été très importants et qui sont encore très importants, donnant les meilleurs kaolins qui existent actuellement. Alors le kaolin, ce sont des matériaux argileux qui contiennent essentiellement de la kaolinite, hein, donc un silicate d'alumine avec des groupements hydroxyles. Et cet aluminium se trouve justement dans ces feuillets octaédriques qui sont accrochés aux feuillets tétraédriques dans lesquels on a donc le silicium.
Et ces kaolins peuvent se former soit en conditions sédimentaires, soit en conditions hydrothermales. Alors sédimentaires, on va redéfinir ces deux termes. Hein. Donc dans un cas, ils ont pu se former à des températures modestes, donc température ambiante ou faible, et puis altération hydrothermale, on ne va jamais très très haut, mais on est sur de l'ambiante à peu près 150 degrés, 200 degrés. Alors, le premier exemple de kaolins sédimentaires, ce sont des kaolins de Géorgie. C'était les meilleurs kaolins jusqu'à il y a peu de temps, en fait. Donc, on est sur la côte est américaine. Des kaolins qui étaient notamment utilisés pour le couchage papier, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux donc, en kaolin, en qualité, en morphologie. Donc, on a ces plaquettes hexagonales vraiment très peu épaisses qui vont pouvoir être utilisées pour ce couchage papier, qui est vraiment l'une des valorisations majeures du matériau kaolin. Donc, on se trouve donc à la limite entre le Piémont, donc on est sur la fin des Appalaches, et puis la plaine côtière. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, la morphologie actuelle, en fait, a peu évolué depuis quelques dizaines de millions d'années. En fait, les choses ne sont pas trop différentes. On avait déjà à l'époque, alors le tracé de la côte était plutôt ici, alors que maintenant elle a migré, mais à part ça, c'était très voisin. Donc on avait des sols tropicaux. On était sous un climat plus chaud que maintenant, il y a donc à peu près 50-70 millions d'années. On était à la fin de l'ère secondaire, au début de l'ère tertiaire. Et donc sous ces sols tropicaux de type latérite, ce que l'on va avoir en climat intertropical actuel, l'érosion évacuait donc ces sols dans la mer. Elle évacuait les sols dans la mer sans aller très loin. Donc ils se sédimentaient donc, à la rupture de pente, c'est-à-dire juste au pied du Piémont. Et donc on a effectivement ces bancs argileux qui se sont déposés ici. Alors les latérites effectivement contiennent beaucoup de kaolinite, mais un énorme inconvénient, c'est qu'elles contiennent beaucoup d'oxyde de fer. Et une kaolinite est extrêmement colorée, donc elle est totalement inutilisable. La qualité cristalline des kaolinites d'une part, et d'autre part la présence de ces oxydes de fer fait que la latérite serait totalement inutilisable pour des applications, par exemple, associées au papier. Et donc ce que l'on va avoir, eh bien, sont ces dépôts qui vont se trouver, donc ça on en reparlera un petit peu plus, j'essaierai de décortiquer dans un prochain cours comment est-ce que l'on voit à l'échelle atomique, à l'échelle moléculaire, comment est-ce que l'on voit se faire les minéraux industriels finis, les minerais finis, comment est-ce qu'on peut trouver quelques explications à cette échelle d'observation de l'élaboration donc de ces ressources. Donc en tout cas, on va avoir des circulations en eau importantes qui vont non seulement réduire le fer, mais surtout l'évacuer. Parce que le problème, c'est que si on ne fait que réduire le fer, ça on le sait très bien dans les kaolins, il va devenir gris. Il va devenir gris, même parfois très sombre, et il ne sera pas plus utilisable que lorsqu'il était brun, marron, comme dans les latérites. Donc on a effectivement ces processus qui ont été extrêmement efficaces et qui ont permis pendant des dizaines d'années d'exploiter donc des bancs de kaolin d'une blancheur, comme vous voyez ici, c'est une blancheur vraiment excellente, et donc ces kaolins qui étaient exportés jusqu'en France, on importait donc l'intégralité de notre kaolin couchage papier, par exemple. Alors maintenant, il y a des nouveaux gisements qui sont apparus, qui sont exploités au Brésil. Donc on est à l'embouchure de l'Amazone. Donc on est ici, l'Amazone. Là, c'est le Tocantins, donc la grande rivière qui vient du sud, et on se trouve à Belém. Et donc, dans toute cette région, on a effectivement un énorme niveau de kaolin sédimentaire qui est exploité. La France y est représentée au travers du groupe Imerys, qui exploite probablement la plus grande carrière donc, de kaolin. Et vous voyez, donc, on est effectivement, donc, le kaolin est ici, il est blanc, et tout ce qui est couverture est ici. Donc on ne peut pas se tromper, il y a une très grande différence de couleur entre les deux. Et donc effectivement, en gros, pour une tonne de kaolin, il faut évacuer une tonne de entre guillemets déchets, ce n'est pas des vrais déchets, mais enfin de sol que l'on n'utilisera pas. Donc on a c'est encore des gisements qui ne sont pas encore totalement connus, mais c'est une formation qui est probablement très très similaire en fait à ce que l'on a pour la Géorgie, c'est-à-dire des kaolins de sol qui sont passés au travers de ce qu'on appelle la diagénèse, donc la circulation de fluides tièdes qui ont permis d'évacuer le fer, pas uniquement en réduisant, mais aussi en complexant avec de la matière organique, et donc en sortant totalement les oxydes de fer qui étaient associés au kaolin. Et le dernier type de gisement, ce sont les gisements hydrothermaux qui donc vont venir altérer les granites. Lorsque les granites se mettent en place, en fait, ils sont porteurs d'une énergie thermique importante. Cette énergie thermique va d'une part, ça va être une machine
machine thermique. Donc on va tout simplement faire circuler par convection de l'eau qui viendrait de l'eau de surface, de l'eau de pluie, l'eau météorique, qui va donc ainsi circuler, tiédir et donc altérer tout l'environnement. Mais on a aussi de l'eau qui est contenue dans ces granites, parce que lorsque le granit va cristalliser, quartz plus feldspath, il n'y a rien pour héberger l'eau là-dedans. Le granit, il avait de l'eau lorsqu'il a été fondu. Cette eau va partir. C'est ce qu'on appelle ça va donner ce qu'on appelle des fluides hydrothermaux. Alors ici, on n'est pas à très haute température, mais on a quand même ces fluides hydrothermaux qui vont contribuer à altérer le granit. Et donc on a ces granites donc qui se mettent en place, qui vont ainsi s'altérer peu après leur mise en place. On voit qu'ils s'altèrent parce qu'on est sur des dizaines de mètres. On va avoir une altération très profonde du granit le long des fissures, tout simplement parce que les fluides ont justement utilisé tout ce qui était ouvert, tous les circuits ouverts étaient utilisés par les fluides, qui ont donc argilisé en masse ce granit. Alors attention, on voit ce granit à la surface de la Terre. Ce granit s'est en fait mis, comme tous les granites qui se mettent en place à plusieurs kilomètres de profondeur, disons entre 4 et 6, 7 kilomètres de profondeur. Et si on le voit maintenant à la surface de la Terre, c'est tout simplement parce qu'il y a eu de l'érosion. Donc il faut toujours un peu d'imagination quand on voit les affleurements géologiques, parce qu'en fait, il faut imaginer que lorsqu'ils sont mis en place, ils n'étaient pas du tout à la surface, ils étaient en fait beaucoup plus en profondeur. Donc vous voyez, on a en 300 millions d'années à peu près, on a retiré 4 à 5 kilomètres de terrain dans cette région. Donc on est en Cornouailles, donc sur le sud-ouest de l'Angleterre. Ces gisements s'arrêtent les uns après les autres, tout simplement parce que les gisements brésiliens donnent un kaolin de qualité excellente, et on est sur des quantités qui sont vraiment énormes, et c'est un gisement qui du coup est beaucoup plus facile à exploiter que ces gisements. Vous voyez, on s'enfonce, et puis on a des granites qui ne sont pas loin. Donc ça fait des exploitations qui sont moins facile, donc on va notamment les exploiter avec de l'eau sous pression. L'eau va permettre justement de sortir le kaolin, qui est une argile. On va laisser sur place le granit altéré, et on va sortir ainsi l'argile grâce à ces méthodes d'exploitation. Et ça nous laisse beaucoup de déchets. Donc vous voyez ce qu'on appelle les Alpes. Les Alpes de Cornouailles, c'est en fait un relief qui est artificiel. Ça, c'est un terril, en fait. L'équivalent d'un terril. On n'est pas dans les mines de charbon, mais c'est du quartz, c'est du quartz du feldspath. C'est le granit altéré dont on a enlevé le kaolin parce qu'il était intéressant. Et puis on a mis tout le reste. On a fait des montagnes. Voilà. C'est pas de la neige. Le blanc, c'est du kaolin. C'est un endroit où il neige peut-être pas trop parce qu'on est vraiment au bord de mer. Le deuxième exemple que je voulais montrer dans la diversité, on parlera peu de pierres précieuses, on n'a pas le temps de tout parler. C'était donc une pierre précieuse qui s'appelle le rubis. Il y a 4 pierres précieuses qui existent. Il y a le diamant, donc qui est du carbone. Il y a 2 variétés d'alumine alpha, qui sont d'une part le rubis, qui est donc le corindon à L2O3 dopé avec du chrome, donc qui contient du chrome, avec des concentrations plus ou moins importantes. C'est ce qui donne justement la gamme plus ou moins rouge, rose à rouge des rubis. La troisième pierre précieuse, c'est le saphir, dans lequel on va avoir du fer ferreux et du titane 4+. Et le transfert d'électrons venant du fer ferreux, donneur d'électrons, vers le titane 4+, accepteur d'électrons, ça va nous donner la couleur bleue du saphir, dont vous avez au moins vu des photos. C'est une très très belle pierre précieuse. Et puis enfin, la 4e pierre précieuse, c'est l'émeraude. Après ça, quand on est minéralogiste ou gémologue, on n'aime pas appeler les autres pierres des pierres précieuses. On va les appeler pierres de décoration, par exemple, mais non pas ce statut donc, de pierres précieuses. On n'est pas dans le même prix non plus. Voilà. Donc sur les rubis, ce que je voulais simplement, c'était de montrer comment le milieu de formation et les conditions de formation vont influencer. Alors les conditions de formation, elles se résument, aujourd'hui on n'ira pas très loin, sur le fait que lorsqu'on va monter la pression, la coordinance de l'aluminium va avoir tendance à augmenter. Donc cet aluminium, s'il est contenu par exemple dans des argiles, dans lesquelles il est en partie tétraédrique, en partie octaédrique, ou dans des micas, si on monte la pression, cet aluminium va passer en coordinance octaédrique. C'est épatant, c'est exactement la bonne coordinance dans le rubis, donc dans le corindon. Et donc le milieu, en revanche, c'est autre chose. J'ai pris 2 exemples. Un exemple dans lequel on est dans une roche, et l'autre exemple dans lequel on est certes dans une roche, mais la roche, lorsque le rubis s'est formé, la roche était fondue. Donc là, on est dans un milieu métamorphique, dans des roches qu'on appelle des gneiss, donc qui sont vraiment des sédiments qui ont été fortement déformés, fortement recristallisés, qui se sont formés
à l'intersection entre l'ère primaire et le précambrien, donc on est à la fin du protérozoïque, on est vers 550 millions d'années à peu près, vous voyez, c'est un petit peu large, hein. Et on est sur la chaîne panafricaine, au moment où on constituait le supercontinent qu'on appelait le Gondwana, qui a ensuite explosé, donc, mais qui faisait à l'époque donc la fusion entre l'Antarctique, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, et donc l'Australie, donc tous ces pays. Alors ce qui est intéressant, comme pour d'autres formations géologiques, comme pour d'autres minéraux et même formations géologiques, c'est qu'on a des traces de ce continent. On a des traces notamment au niveau donc, de cette chaîne qu'on appelle la chaîne panafricaine, hein, et qui affectait le sud de l'Inde aussi bien que l'est de l'Afrique. Hein. Et on va retrouver donc, des gisements tout à fait similaires de rubis, à la fois dans le sud de l'Inde, on est à Madagascar, on est dans l'est de l'Afrique, donc en Antarctique ça n'a pas été trop cherché, et puis évidemment Sri Lanka qui est ici. Donc c'est intéressant parce qu'on a ainsi la preuve, une preuve complémentaire, on n'a pas besoin de preuve, on en est vraiment sûr, mais on a une illustration du fait que ces continents qui maintenant sont totalement explosés, il n'y a plus de relation entre l'Antarctique et l'Inde, mais bon, à ce moment-là, ils étaient ensemble, ils avaient la même histoire qu'ils ont connue pendant des centaines de millions d'années, donc c'était quand même quelque chose qui était important. Alors, dans ces gneiss, on a pu effectivement cristalliser donc, ces corallons, vous voyez qu'ils ont quand même une forme qui leur est propre, mais ils n'ont pas une qualité de cristallisation qui est excellente. En fait, ça donne quand même de très très beaux gemmes, hein, quand on les voit comme ça à l'œil nu. Et on va l'opposer donc avec ce que l'on observe donc en Birmanie. On est ici en Birmanie, alors on est associé à une autre chaîne de montagnes, c'est l'Himalaya. Là, vous enlevez un zéro, on n'est pas dans les 550 millions d'années, on est dans les 50 millions d'années, et même pas. C'était le tout début de la formation de chaînes de l'Himalaya, donc on est plutôt dans les 35 millions d'années, à quelques millions d'années. Et Mogok, en fait, donc ces gisements qui sont probablement les plus beaux rubis et les plus beaux saphirs du monde actuel, hein, les rubis qu'on appelle les rubis sang de pigeon, c'est un gisement qui est daté à 17 millions d'années et qui est justement directement associé à ce poinçonnement de l'Inde qui est vraiment rentré en force dans le continent eurasien et qui a donc foncé sur à peu près 2000 km de profondeur, donc qui a vraiment fait une empreinte énorme, qui vous explique d'ailleurs toute la géométrie un peu curieuse, hein, vous avez probablement été surpris de la géométrie de tout ce qui est sud-est asiatique, en fait, hein, et c'est lié au fait que c'était l'Inde qui poussait, qui a donc évacué sur le côté tout ce qui est actuellement Vietnam, Laos, Cambodge. Donc lors de ces événements qui ont été quand même extrêmement violents, on a eu donc une refusion donc, des matériaux géologiques, hein, qui ont évidemment été fortement chamboulés, et notamment donc, de sédiments donc, qui étaient très, très riches en aluminium, qui s'étaient déposés en conditions côtières avec notamment des évaporites. Donc ça, ça a été une découverte récente montrée par des chercheurs français de Nancy, et donc montrant que justement avec la présence de sulfate, avec donc des carbonates, on avait eu une croissance de ces pierres précieuses. Donc ici on a un rubis, ici on a un spinel. Hein. Le rubis en fait c'est celui-là, hein, le sang de pigeon. Ça c'est un spinel MgL2O4 qui contient aussi du chrome. Et ils ont pu pousser vraiment tranquillement. On a des formes qui sont absolument spectaculaires, des phases qui sont très lisses, parce qu'ils ont poussé en milieu fondu. C'est ce qu'on appelle en croissance cristalline la méthode des flux. On aime bien utiliser cette méthode pour faire pousser à température pas très élevée des cristaux d'excellente qualité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ils ont montré comment on pouvait expliquer le fait qu'il y avait beaucoup de spinels qui étaient associés donc, au rubis. C'est tout simplement parce que les spinels vont se transformer, vont perdre leur magnésium et se transformer donc, en rubis. Donc le magnésium partant avec les carbonates pour faire de la dolomie, qui est un carbonate de magnésium et de calcium. Donc on arrive à reconstituer donc, ces scénarios de formation avec donc, des contrastes liés, donc, liés à la condition de mise en place de ces minéraux. Alors, en transition avant d'arriver aux minerais et aux métaux, en transition, certains minéraux sont hybrides. Et là aussi, c'est une diversité qui est intéressante. Certains minéraux sont hybrides dans le sens que, dans certains cas, ils sont utilisés tels quels, en tant que minéraux, et dans d'autres cas, ils sont utilisés pour le métal qu'ils contiennent, même s'il est en faible concentration, et dans ce cas-là, c'est un minerai. Alors j'ai pris comme exemple la molybdénite, le sulfure de molybdène. Ce sulfure de molybdène, on le rencontre dans des contextes notamment de cordillères, on en reparlera un tout petit peu, je vous expliquerai très simplement comment se forment justement ces gisements au niveau des subductions de la croûte océanique, lorsque l'océan
plonge sous le continent et nous forme donc des gisements, il nous forme d'abord des chaînes de montagnes qu'on appelle les cordillères comme les Andes par exemple, et puis il nous forme des gisements qu'on appelle les porphyres, des porphyres cuprifères, des porphyres de molybdène. Et dans ces gisements, donc, on va trouver notamment ce sulfure de molybdène qui a une structure tout à fait intéressante. Elle nous rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure pour les phyllosilicates, pour le talc, c'est-à-dire que l'on a des feuilles qui sont totalement neutres. Les très grosses boules, c'est le soufre. Le sulfure est en effet un anion qui est très encombrant. Et le molybdène 4+, est ici en vert. Ces feuillets sont totalement neutres. Eux aussi sont associés entre eux par des attractions de type Van der Waals, donc une attraction qui est extrêmement faible. Et donc, cette molybdénite va pouvoir être utilisée indépendamment du fait qu'elle peut être déjà un minerai de molybdène, et entre parenthèses de rhénium, qui est un métal qui est associé avec en faible concentration. Ça va être aussi un lubrifiant, parce que, justement, comme ces feuillets sont neutres, ils peuvent se déplacer sans que l'on dépense beaucoup d'énergie. On n'a pas de groupement OH cette fois-ci. Donc on n'a pas du tout de souci avec la température, pas trop en tout cas, donc on peut monter sans souci en tout cas jusqu'à ces températures-là de type 350 degrés. Et donc c'était très utilisé donc, en lubrification, notamment pour les moteurs, dans les conditions critiques où à ce moment-là, l'huile évidemment ne servira plus parce qu'elle est partie depuis longtemps dans les cœurs de moteurs et c'est utilisé donc, pour des moteurs par exemple au niveau des moteurs d'avion. Ce sont des lubrifiants extrêmement intéressants puisque le lubrifiant, ça va être le minéral qui va apporter cette propriété. Voilà, donc on va terminer cette présentation, vous voyez, qui est vraiment très large, mais qui recoupe justement des choses que vous connaissez évidemment par vous-même, sur la très grande diversité des métaux. Ces métaux peuvent être aussi variés que de l'or ou du fer, donc c'est pour ça que j'ai vraiment posé les deux. Et on retrouve effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir d'ailleurs ces deux métaux associés entre eux. Lorsqu'on regarde la valeur extraite au niveau minier, au niveau mondial, eh bien on voit qu'effectivement la première valeur, c'est le fer, ça c'est évidemment le tonnage, c'est pas le prix, mais c'est ensuite il est suivi par l'or et puis le cuivre, et puis après on a beaucoup de métaux, dont par exemple notamment le nickel dont on parlera pas mal. Donc avec une augmentation, alors la situation est moins simple actuellement, mais vous voyez qu'on a eu une augmentation quand même considérable de la quantité, de la valeur plutôt des métaux extraits, multiplié par 3 en une dizaine d'années, c'est exceptionnel. Donc ça c'est lié à un certain nombre de conditions, notamment au fait que des pays comme la Chine se sont mis à produire énormément de matières premières. Alors, ce qui est intéressant, là aussi, c'est une réflexion un petit peu générale, mais justement, dans un contexte de développement durable, on aime bien prendre du recul par rapport aux purs phénomènes géologiques ou minéralogiques. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'usage que l'on fait de ces minerais. Alors, ce qui est en bleu, c'est la production. On produit le minerai. On fait la première fusion, donc juste pour avoir le métal brut, et puis on raffine pour avoir donc les métaux élaborés. Donc il y a 3 stades, avec 3 valeurs évidemment de produits qui sont totalement différentes. Dans le premier cas, vous ne faites qu'exploiter, et ensuite vous rajoutez de la technologie. Bon, on a déjà la technologie minière ici, mais on a la technologie donc, de métallurgie et de sidérurgie qui viennent se surajouter. Et il suffit simplement donc, de voir les contrastes de couleurs entre des pays qui ne produisent pas. On est ici par exemple en Europe occidentale. Certains pays ne vont pas produire, donc il n'y aura pas de bleu, puisqu'on n'a pas de production minière en Europe occidentale. En revanche, on va avoir première fusion et seconde fusion. Et d'autres pays, au contraire, qui vont essentiellement, majoritairement produire et ensuite un petit peu donc, élaborer puis raffiner. Donc il y a vraiment ce très grand contraste entre les pays. Et ce qui est intéressant, c'est que notamment quand on voit la Chine, donc la Chine est effectivement un pays qui continue à acheter énormément de ressources. Et donc, vous voyez, le bleu n'est pas très important. C'est-à-dire qu'il en produit, mais il en apporte la majorité pour la transformer. Donc j'ai choisi 2 exemples, là aussi, pour très contraster, donc on terminera le cours là-dessus. Donc le premier exemple sur le lithium et le second exemple sur le nickel. Alors j'ai pris 2 illustrations pour dire à quoi servent ces métaux. Alors ces métaux, le lithium, alors évidemment il y a la spécialité, Jean-Marie Tarascon qui développe donc des batteries au nickel, qui travaille sur les
problèmes de stockage d'énergie de nouvelle génération avec les batteries au nickel. Donc effectivement, c'est un usage du lithium. J'ai choisi d'en illustrer un autre qui sont les éléments chauffants, les plaques chauffantes, qui sont des vitrocéramiques à base, ce sont des aluminosilicates de lithium, qui sont des matériaux de propriétés vraiment exceptionnelles, dans le sens qu'ils ont une durée de vie et des propriétés à la fois mécaniques et thermiques et optiques extrêmement originales, qui ne peuvent être justement trouvées qu'avec le lithium. Donc on a effectivement un élément chimique qui a beaucoup d'utilisation, généralement de technologies très évoluées. Donc c'est un élément qu'on aime bien et qui semblerait qu'on continue à aimer bien dans les prochaines années. Donc on va en parler un petit peu et on en reparlera quand on sera sur le dernier cours sur la partie métaux-critique, enfin qu'est-ce qu'on appelle la criticité dans les ressources minérales. C'est une approche qui est un peu différente de ce que l'on a dans les autres domaines de l'économie. Le deuxième exemple, c'est le nickel. Le nickel, c'est notamment, pas uniquement, mais notamment donc, tout ce qui va être acier inox. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris une autre illustration. Quitte à être dans la cuisine, autant y rester donc, sur ce métal. Alors, les régions productrices de lithium. Alors, le lithium était un élément qui faisait sourire. Je vous aurais fait cet exposé il y a une 50aine d'années. Je vous aurais dit, le lithium, c'est intéressant, ça permet la couleur rouge dans les feux d'artifice. Donc, c'est effectivement une application qui est intéressante. Mais enfin, on voit que c'est quand même une niche. Donc, on n'en aurait pas dit beaucoup plus. Donc, on aurait été très condescendant. Là, on est extrêmement respectueux. C'est un métal qui est en fait mal connu. C'est un élément chimique, qui est mal connu au niveau géochimique, parce que justement, l'absence d'application pendant des décennies fait qu'on s'y est très peu intéressé. Alors, on a deux types de ressources essentiellement, qui sont donc les minéraux de lithium et qui sont les salars, donc les saumures, qui sont concentrés en lithium. Dans les deux cas, il est intéressant de voir, on ne va pas regarder ce processus, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais il est intéressant de voir qu'on hérite directement des propriétés de la cristallochimie du lithium. Alors le lithium, c'est un élément qui n'a pas eu de chance. Il est trop petit. Il est trop petit pour sa charge. Parce que personne n'est trop petit intrinsèquement, enfin aucun élément chimique, n'est trop petit intrinsèquement, mais le lithium, c'est un alcalin, mais c'est un petit alcalin. Donc il a une taille en gros de 0,6 angstrom, un rayon ionique de 0,6 angstrom, à comparer avec le sodium, donc, qui arrive juste en dessous, qui est à 1 angstrom, la différence est énorme. Il ne va donc pouvoir jamais être accommodé dans les sites des autres alcalins, parce que le potassium est encore plus gros, le rubidium encore plus gros. Et donc, il est petit, il a la taille d'un élément de transition, il a la taille du magnésium, mais il n'est pas assez chargé, et il se retrouve donc, entre guillemets, rejeté, j'explique ça de façon très anthropomorphique, je m'excuse, et donc il va ne pas se trouver stabilisé dans les structures minérales normales. Et il va donc se concentrer, lorsque le magma va cristalliser, les minéraux vont petit à petit se former, et à chaque fois le lithium sera laissé de côté. Il restera jusqu'à se concentrer dans les derniers liquides, qui vont même dans le granit. Le granit, le quartz n'en veut pas, très peu, les feldspaths n'en veulent pas. Et donc il va partir dans les fluides hydrothermaux, justement, les plus chauds du granit, et nous former ce qu'on appelle des pegmatites. Des pegmatites qui sont des roches avec des minéraux de grande taille. Voici justement typiquement un exemple de pegmatite dans lequel on a des micas. Alors là, ce n'est pas spectaculaire, c'est un mica au lithium, il est blanc, mais on a ce qu'on appelle une tourmaline, qui est un minéral justement, une pierre semi-précieuse, une pierre de décoration, qui est rose et qui est une tourmaline contenant du lithium, et avec des cristaux qui peuvent faire 20 à 30 cm. Donc ces pegmatites sont des roches absolument spectaculaires. Vous avez des cristaux qu'on appelle les cristaux géants qui peuvent faire 2 à 3 mètres de longueur. Donc c'est vraiment un événement géologique vraiment très, 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 très beau à voir. Donc on a d'une part donc, ces filons de pegmatite dans lesquels on va pouvoir trouver, donc très très spécifiques, dans lesquels on va pouvoir trouver le lithium. Et d'autre part, et pour la même raison, on va avoir le lithium qui va se retrouver donc, dans les bassins qu'on appelle endoréiques, c'est-à-dire les bassins qui n'ont pas de sortie. Donc l'eau ruisselle, l'eau arrive dans un creux, et comme c'est un creux absolu, l'eau ne peut pas en sortir. Donc elle ne pourra en sortir qu'en s'évaporant. Donc petit à petit, vous allez concentrer ces éléments chimiques. Et on va trouver donc, dans ces bassins endoréiques, donc on appellera aussi des salars, on va trouver du bore aussi, qui va accompagner le lithium. Et donc c'est très intéressant parce qu'on aura donc des éléments de haute technologie. Alors oui, pardon. Donc au niveau mondial, donc comment est-ce que ça se situe? Eh bien, pour l'instant,
Donc l'essentiel se retrouve en Amérique latine, justement, avec l'utilisation de ces salars au Pérou et au Chili. Et on a ensuite une ressource qui est répartie entre la Chine, oui, encore une fois, donc la Chine et l'Australie. On a l'Europe, notamment avec l'Europe du Nord et l'Espagne. Et puis on a le consortium Canada-États-Unis. J'ai une ressource qui est quand même distribuée assez large. Mais ce que vous voyez ici en bleu, c'est lorsque ce sont des salars. Et sinon, lorsque c'est en jaune, eh bien, ce sont les pegmatites. Donc vous voyez que la ressource est quand même très contrastée selon les endroits. Et dans certains cas, lorsque c'est assuré, c'est qu'on a à la fois les deux ressources. Donc ces gisements, on en reparlera donc au moment des métaux critiques. Je voulais simplement vous montrer la forme donc, de ces filons. Donc voilà ces filons qui vont s'enfoncer. Donc ça, ce sont des forages. Hein. Les traits noirs, ce sont des forages. Et donc ça, c'est une carte. Et ça, c'est une section. AB, c'est la section. Et on voit justement ces filons qui s'enfoncent. Et donc ce sont eux qui sont exploités de façon minière avec... donc ça, c'est un gisement qui est en Australie. Des gisements extrêmement riches. Et en plus... qui sont à la fois riches, et qui ont, c'est ici, et qui ont des concentrations en lithium, des quantités de lithium totales plutôt, qui sont très importantes. Donc ils sont très intéressants à la fois en concentration et en volume. Et on a effectivement des choses similaires au niveau des saumures, hein, que l'on va retrouver à la fois vers Atacama, dans le nord du Chili. Ici, on est au Pérou, et puis on se trouve aussi avec El Hombre Muerto, etc. On est dans des salars en Argentine. Donc aux confins de ces trois pays, on va avoir des concentrations qui sont très contrastées. Vous voyez qu'on a des salars qui sont pratiquement sans lithium, et d'autres qui sont au contraire avec des quantités totales importantes, et des concentrations qui sont extrêmement contrastées. Donc le paysage est complexe. Il y a des soucis. Il y a des soucis sur ces exploitations, et c'est pour ça qu'on en parlera plus spécifiquement dans la partie criticité et durabilité, dans les deux cours, parce que évidemment, c'est un milieu qui est fragile, et on n'a pas encore très bien compris ce qui se passe lorsqu'on exploite ces salars. On constate qu'il y a une dynamique dans le temps, avec notamment une évolution chimique des saumures au bout de quelques années d'extraction. Voilà, je vais donc terminer juste sur le nickel. Sur le nickel, je vais... Donc le temps est un petit peu passé, donc je vais aller relativement vite, juste pour opposer deux types de gisements. Donc les gisements, entre guillemets, qui étaient classiques jusqu'à présent, enfin entre guillemets classiques, qui étaient classiques jusqu'à présent, et qui sont associés donc à des magmas basaltiques, donc riches en magnésium, dans certains cas même très riches en magnésium, comme ce que l'on voit par exemple en Australie, hein, sur des périodes à l'Archéen, donc la Terre primitive, avec des magmas hypermagnésiens qui contiennent donc des minéralisations en nickel absolument spectaculaires. Et à différents niveaux, on va avoir ces concentrations de sulfure de nickel. Alors le processus est un peu tout le temps le même. On a un magma qui est relativement réducteur. Il arrive dans un encaissant qui contient des sulfates, il va réduire les sulfates en sulfure, et à ce moment-là, les sulfures vont agréger des éléments qu'on appelle chalcophiles, c'est-à-dire tous les éléments qui aiment bien le soufre. Le nickel, le fer, le cuivre, c'est intéressant, on a aussi le cuivre, et puis le platine. Et le platine, il vient avec toute sa famille, donc les platinoïdes. Donc ça fait des mines qui sont économiquement extrêmement intéressantes, parce que même si officiellement vous l'exploitez pour un métal, vous avez en fait tous les autres métaux qui vont se trouver en concentration plus faible et qui dans certains cas feront un bonus tout à fait intéressant. On va les retrouver dans différents environnements, notamment Norilsk, hein, donc là où il y avait justement, il a été exploité, c'est ce qui a démarré un des goulags stalinien justement pour exploiter cette ressource dans le nord de la Sibérie. Je voulais juste mentionner, donc avant de terminer, je voulais juste terminer sur un gisement qui se trouve dans l'Ontario, avec une forme qui est vraiment spectaculaire, donc un niveau minéralisé qui est ici, et donc un bolide qui faisait, estimé actuellement entre 10 et 15 km de diamètre, qui a impacté, c'est le deuxième plus grand cratère d'impact du monde. On est donc sur des surfaces sur des dimensions qui sont absolument spectaculaires. Donc l'impact a refondu toute la région, c'était il y a longtemps, hein, on ne risque rien, vous voyez, on est... 1,9 milliard, c'était il y a vraiment très longtemps. Mais on est devant un événement géologique qui est vraiment absolument magnifique. Donc ça a refondu. Le magma a réagi là aussi avec l'encaissant. Et ça a réduit donc les sulfates en sulfure. Et donc on a ces niveaux de sulfure qui sont à la base
qui sont ici à la base. Donc, ici, ça c'est une cuvette en fait. Hein, et on va retrouver donc au niveau de ce niveau rouge, en fait, on va retrouver les affleurements donc, de ce niveau qui va être exploité. Et tous les ronds blancs, ce sont en fait les mines qui sont exploitées, donc pour le nickel, mais aussi pour le cuivre, et puis aussi pour les platinoïdes qui sont associés. Voilà, donc ça c'était les gisements, donc je vais terminer là-dessus. C'était les gisements qui étaient développés jusqu'à maintenant. Ces gisements, au mieux, sont stables en production. Ils sont stables parce qu'on est en train de passer de plus en plus vers des gisements de basse température, qui ont des tonnages qui sont peut-être moins élevés, qui n'ont malheureusement pas, par exemple, les platinoïdes associés, mais qui ont en revanche des réserves absolument considérables. Et comme vous voyez, on est donc sur des évaluations qui montrent que c'est effectivement en train de devenir la plus grande réserve donc, utilisée pour obtenir le nickel dans le monde. C'est ce qui est exploité en Nouvelle-Calédonie. Alors, c'est ce qui est exploité en Nouvelle-Calédonie sous forme de phyllosilicates qui contiennent du nickel. C'est pour ça que vous avez cette couleur vert pomme. Et puis, les sols qui sont au-dessus, qu'on appelle les latérites, se trouvent aussi enrichis en nickel. Et on arrive effectivement à un stade où ces latérites pourront être traités pour qu'on puisse en retirer la ressource nickel, et la Nouvelle-Calédonie sera probablement la première ressource en nickel du monde. Donc c'est évidemment un paramètre qui est très important. Voilà, donc la visite donc, dans le temps et dans l'espace s'arrête ici. Donc on continuera justement la prochaine fois avec la partie impact, c'est-à-dire qu'on essaiera de réfléchir à l'impact en temps réel et aussi avec le recul du temps, c'est-à-dire ce qui s'est passé à la suite des mines qui ont été exploitées il y a un siècle, par exemple, ou 50 ans, et bien voir un petit peu les types d'impact que peut avoir l'exploitation donc, de ces ressources minérales. Merci.